Aujourd'hui, on parlait du 6 Nations féminin. Et pour parler du 6 Nations féminin, eh bien, j'ai la spécialiste. On peut l'appeler comme ça. J'ai eu la chance de travailler avec toi. Je suis très heureux que tu sois ici, que tu m'as accordé un peu de temps. Parce que je sais que voilà, tu es très prise en période de 6 Nations masculin et féminin. Inès Irigoyen est avec nous, journaliste France TV. Tu suis tout l'événement rugby, spécialiste rugby depuis très longtemps. Nous, on s'était vu, tu avais bossé sur la Coupe du Monde. Enfin bon, voilà, c'est madame. Salut Inès. Salut, très contente aussi de pouvoir enfin intégrer ton univers. Donc très chouette et c'est surtout super cool aussi de pouvoir parler des féminines parce qu'en effet un tournoi termine et un autre commence. Donc c'est cool et il y a plein de choses à dire, vraiment. Alors, on va vous expliquer déjà. La première question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on les regarde et quand ça démarre. Je vais vous afficher le calendrier. Alors, donc ça démarre demain à 15h15 sur France 2, si je dis pas de bêtises. Et où est-ce qu'on pourra voir cette équipe de France féminine pour le reste du temps? Tout sur France 2, tous les matchs, toutes les rencontres que l'équipe de France va disputer dans ce tournoi à destination, vous verrez tout sur France 2. Ce sera commenté par Jean Abeyou et Marie Sampéré en tant que consultante. Et ensuite, toutes les autres affiches, vous les avez sur France.tv et elles sont aussi commentées. Bon, pour ceux qui suivent pas trop le 6 Nations féminin, globalement, depuis quelques années, il y a une équipe qui truste un petit peu légèrement la compétition. Ça fait juste 5 ans d'affilée que les Anglaises gagnent. C'est vraiment l'épouvantail de cette compétition. Ça fait 4 ans que l'équipe de France est deuxième. Cette année, c'est la bonne ou vite fait? On ment pas aux gens. On ment pas aux gens. D'ailleurs, l'équipe d'Angleterre, en fait, elle ne fait pas que gagner. C'est qu'elle écrase tout le monde parce que depuis 2019, c'est des victoires avec Grand Chelem. Donc ça montre, ça prouve la domination. Alors sans langue de bois, j'espère pour l'équipe de France qu'elles vont enfin arriver à se débloquer. On rappelle qu'en 2025, il y a la Coupe du Monde qui va se jouer en Angleterre. Donc c'est dès maintenant qu'il faut qu'elle commence un petit peu à renverser la vapeur. Mais si on regarde statistiquement, on peut penser qu'on va un petit peu tout droit vers un énième sacre de l'Angleterre et d'un Grand Chelem, ouais. On se rappelle l'année dernière l'événement à Twickenham. C'était C'était véritablement un match complètement fou. D'ailleurs, ce France-Angleterre était complètement dingue. Ça s'est bizarrement pas joué à grand-chose. Pour vous faire un bref résumé, première mi-temps, les Françaises se font ouvrir en deux. Et la deuxième mi-temps est une remontada où on y a cru alors qu'il y avait 35 points d'écart. Match fou. Ouais, exactement. Ouais, on termine. Le score, c'est 38-33. Donc, on termine avec 5 points d'écart seulement. En effet, nous, en étant présents sur le terrain, on s'est dit à la mi-temps que ça allait être vraiment mission impossible et personne vraiment n'y croyait trop. La deuxième, et comme tu l'as dit, mi-temps est juste incroyable. Enfin, c'était vraiment folie. Donc, en fait, l'équipe de France, elle a les armes. Hein. Certes, la domination anglaise, il y a plus rien à dire, on va dire, sur ça. On est d'accord, c'est clair, c'est fort. En revanche, l'équipe de France, elle peut quand même rivaliser contre elle. On se souvient aussi du match de poule en Coupe du Monde où ça se termine d'un point et où, pour moi, c'est la première fois où je vois l'équipe de France qui perd, mais qui a une banane à la fin et qui réellement se dit qu'elle a fait trembler l'équipe d'Angleterre, qu'elle leur a fait peur et qu'elles ont toutes les compétences, ces filles françaises, pour le faire. Donc ouais, et puis on n'oublie pas non plus, l'année dernière, ça a été le record aussi d'affluence pour un match de rugby féminin international. Je me suis renotée et retrouvé le chiffre, c'était 58 498 personnes à Twickenham. Le stade était quasiment plein, l'ambiance était dinguissime. Donc, ils avaient ouvert ouais, ils avaient juste, en gros, c'est un peu comme au Stade de France, il y a 3 rangées, et il y avait vraiment 2 rangées qui étaient blindées. Ils avaient juste pas ouvert la 3e, parce que Twickenham, ça peut monter à 80 000. Il n'empêche que ils ont ouvert 2 rangées, les 2 rangées étaient pleines, et ça fait bien plaisir. Et cette année, c'est à Bordeaux, le Crunch. Ouais, c'est ça, exactement, à Chabandelmas. Donc, on n'est pas sur du 80 000 places, mais on s'attend à ce que, comme les dernières années, en fait, l'équipe de France au moins remplisse ce match-là à guichet fermé. Ok, on va s'intéresser maintenant au groupe France. Voilà, je vous l'affiche. Quelles sont les joueuses, on va dire, les leaders, les cadres de ce groupe France, selon toi? Dans les cadres, côté avant, on va dire, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, Madou Soufal. Donc Madou Soufal, ok. Par sa puissance notamment, on a parlé des Anglais juste avant, c'est aussi là-dessus qu'elle nous domine. Et on a besoin de joueuses extrêmement puissantes. Le rugby est un sport qui se gagne devant. Et c'est souvent
sur ces joueuses-là sur lesquelles on compte beaucoup, quoi, je trouve. Ouais, réellement, c'est exactement ça avec Madoussou. Elle est très grande, elle a un profil, si je dis pas de bêtises, qui est assez singulier quand même en équipe de France. Tu l'as dit, elle est hyper percutante. Dans le combat physique, elle est une des meilleures joueuses. Et en général, elle est très souvent première ou au moins dans le trio de tête des joueuses qui ont le plus plaqué et avec des pourcentages de réussite assez élevés. Clairement, si toi et moi on était sur un terrain, on voudrait plus l'éviter que pouvoir s'y frotter. Et moi, c'est un sport d'évitement pour moi, le rugby. Donc ouais, elle est hyper impressionnante et ballon en main, elle a aussi des courses qui sont pas inintéressantes vraiment pour le coup. Donc ça c'est vraiment chouette vis-à-vis de Madoussou. Donc là on est contente aussi de la retrouver vu qu'elle était blessée sur le dernier tournoi. Si on continue chez les avants, on a Gaëlle Hermé. Est-ce qu'on a besoin de présenter Gaëlle Hermé, 3e ligne, ancienne capitaine de cette équipe de France, notamment pendant la Coupe du Monde 2022. C'est une joueuse, pour ceux qui la connaîtraient pas énormément, moi je trouve que elle joue au Stade Toulousain. Elle a un jeu qu'on remarque pas forcément quand on connaît pas très bien le rugby. La François Cross du rugby féminin. Ouais, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire parce que pour moi, de manière triviale, je dirais que c'est un sécateur. Vraiment, elle a un travail dans les rucks qui est dingue en plaquage. Elle est hyper impressionnante. Elle a un gabarit qui est aussi étonnant pour une 3e ligne. Elle est pas ultra massive. Ouais. Elle a des courses qui sont pareil, dingo. Et vraiment, enfin moi je trouve que elle a quelque chose en effet de François Cross, ou François Cross a quelque chose de Gaëlle Hermé, je sais pas trop comment il faut le dire. Ouais. Mais l'un ou l'autre. Cas, ouais, on est d'accord qu'il y a un petit peu cette énergie là. Après, pareil, une des joueuses qu'on présente plus, c'est Romane Ménager, 3e ligne, numéro 8 surtout. Qui fait juste mal en fait, qui est percutante, qui pareil sait avoir des courses incroyables avec un ballon en main, a des passes qui sont aussi calibrées. Enfin vraiment c'est une joueuse assez complète. Donc Romane qui a la chance d'avoir sa sœur jumelle aussi dans l'équipe, Marine Ménager, qui sera vice-capitaine cette année. Il y a deux binômes de frangines là cette année. Ouais, c'est ça. Et alors Romane et Marine, elles ont l'avantage d'être jumelles. Donc c'est assez fort, un lien assez particulier. Toutes les deux sont dans le groupe 7 élargi pour les Jeux Olympiques. Donc ça prouve aussi l'aspect athlétique qu'elles ont toutes l'endurance, le cardio, tout ça. Ouais, vraiment. Et ensuite, Agathe Socha qui est au Stade Bordelais, qui est talon, qui est maman. Et c'est important de le dire parce que notamment c'est la première fois que sa fille a pu venir à Marcoussis cette semaine pour passer quelques jours à Marcoussis. Elle en avait fait la demande l'année dernière, ça a été accepté là cette année. C'est encore, on va dire, sur les prémices de comment elle peut venir et comment ça peut se faire. En tout cas, voilà, sa petite fille Nina est venue. Et une de celles qui va vraiment s'imposer en tant que cadre, parce que fatalement, parce que c'est le statut qu'on lui a donné, c'est Manaé Féléou. Bah oui. Qui est donc capitaine cette année pour la première fois dans un tournoi, mais c'est la 2e compétition pour laquelle elle endosse ce rôle-là. Elle était capitaine du Women 15. Ouais, c'est ça, le Women 15, comme disent les anglo-saxons. Je l'ai francisé. Exactement, ouais. Elle était capitaine sur cette compétition-là. Elle était capitaine notamment lors du Nouvelle-Zélande-France, où les Françaises ont battu la Nouvelle-Zélande pour la première fois en Nouvelle-Zélande. Et Manaé, si tu veux, après, enfin, je sais pas si tu veux qu'on s'arrête sur elle maintenant ou. Ouais, vas-y, c'est la capitaine de l'équipe de France, c'est intéressant. Donc ouais, Manaé, si on reprend un petit peu dans l'ordre pour comprendre comment elle en arrive là maintenant, Manaé connaît sa première sélection lors d'une tournée d'automne en 2020 avec l'équipe de France. Après, il va se passer 2 ans, si je dis pas de bêtises, où elle ne joue plus. Elle est quand même dans le groupe France, elle s'entraîne, mais elle ne joue plus. Et elle arrive vraiment en 2022 en équipe de France. Elle fait la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande en étant remplaçante. Le tournoi 2023, c'est la première fois qu'elle se retrouve dans une position de titulaire aux côtés de Audrey Forlani qui à ce moment-là a le brassard de capitaine. Ouais. Donc on a un petit peu Audrey Forlani pleine d'expérience, une joueuse très terre à terre qui vraiment
mange matin, midi et soir rugby, et Manae Feleou qui vient d'arriver un petit peu dans ce collectif, qui a connu quand même une Coupe du Monde, mais qui enfin devient titulaire. Et plus les matchs passent, plus on sent qu'elle acquiert de la confiance, que sur le terrain elle est plus en confiance, elle est plus à même de proposer des matchs solides. Et au Women 15, elle est donc nommée capitaine. On demandait d'ailleurs la semaine dernière lors du lancement du tournoi à Londres à ses coachs pourquoi elle. Ils répondent de suite en parlant de sa maturité, en expliquant, alors elle a entre guillemets que 24 ans, mais elle est déjà très mature, c'est quelqu'un de calme, de posé, de très serein, et c'est vrai que quand tu la rencontres, c'est une des choses qui te frappe le plus. Elle est d'une sérénité, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, mais tout en étant dans l'air du temps, enfin vraiment elle est en adéquation avec son âge. Manae, elle est en 5e année de médecine, ce qui est juste incroyable. Elle joue à Grenoble. Oui, quand ça va, le week-end, elle connaît les os et les muscles du corps, il n'y a rien de fou. Hein. c'est pas dingo, c'est sûr. Y a rien l'année de... dernière, je crois que... C'est pas si impressionnant que ça, c'est quoi 5e année de médecine, Non. ça va. Non, c'est pas impressionnant de savoir que t'es en 5e année de médecine, que t'as tes matchs le week-end, qu'en plus de ça tu pars en compétition avec l'équipe de France. En vrai, une bagatelle quoi. En vrai, 3 fois rien. Non mais ce qui est impressionnant, moi je trouve... Qui pourrait penser que c'est dingue. Mais donc ça confère aussi et ça explique pourquoi elle est d'un caractère aussi très serein, très calme, parce que forcément quand t'es en 5e année de médecine, déjà quand t'es étudiante et en plus en médecine, il te faut aussi, j'imagine, avoir une certaine compétence de savoir aussi analyser et prendre des décisions rapidement sans être non plus dans l'euphorie. Donc tout ça participe aussi aux différentes cases qu'elle coche. Et une aussi qui est très importante, c'est que Manae, elle est bilingue. Donc elle est originaire de Futuna. Elle a passé 3 ans en Nouvelle-Zélande pendant ses années lycée. Et on sait l'importance que ça a également d'avoir un capitaine qui est peut-être pas bilingue, mais au moins de savoir bien parler l'anglais. Remue pas le couteau, remue pas le couteau. Arbitres, hein. On a vu comment Antoine Dupont parlait anglais, on comprend 2-3 choses. Ne remets pas le couteau. Alors c'est pas que pour ça qu'elle est capitaine, c'est pour toutes les raisons un peu qu'on a évoquées, mais c'est vrai que ça penche aussi dans la balance forcément. Enfin, tu sais que tu es dans une compétition internationale, t'as ce besoin aussi de pouvoir parler avec les arbitres et tu l'expliquais dans une de tes dernières vidéos, notamment avec les changements de règles. On sait l'importance qu'il faut de pouvoir, parce que je regarde en effet. Alors là tu m'as surpris là. Ouais, mais du coup, enfin, quand on sait l'importance que l'arbitrage, que les règles ont dans ce sport, en fait, on peut pas faire l'économie d'avoir un ou une capitaine qui est un petit peu bancale sur des termes, sur la façon de s'exprimer en anglais. Donc ouais, elle, c'est un atout en plus, quoi. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'elle joue numéro 4. Ouais. Et comme t'es à la mine, quand t'es à la mine, c'est tellement éprouvant. Et puis c'est un poste où t'es amené à être changé. Alors bon, voilà, il y a des numéros 4 modernes qui arrivent à faire 80 minutes, hein, mais c'est... D'habitude, le capitaine, on se dit, c'est 9, 10, 15, 8, allez, ou 7, tu vois, un flanqueur. Mais c'est vrai que quelqu'un dans la cage, mais bon, c'était Forlani avant qui était numéro 5, moi, je trouve que ça rajoute quelque chose. Ça veut dire qu'elle est en capacité, elle a assez d'endurance pour garder sa lucidité assez longtemps. Ça dénote ça. Donc, c'est vraiment une super joueuse à suivre. La numéro 4 de l'équipe de France. Là, c'est marrant parce que tu as cité donc la 2, 4, 5, 8... Et ça fait la belle... Et flanqueur à gueule. Et flanqueur. Donc là, déjà, on a quand même une belle ossature. On passe aux 3 quarts. Parce qu'on joue avec des 3 quarts quand même, Inès. Ouais, et tu vas voir qu'avec les 3 quarts, il y a un peu moins de noms, entre guillemets, choisis. Tu vas me parler peut-être d'une numéro 9. Exactement. Une Pauline Bourdon-Sansus. Qui elle, très clairement, je pense que c'est chez le commun des mortels, c'est une des joueuses qui est la plus connue. Pauline, on la présente plus non plus, elle est joueuse donc numéro 9, elle peut également jouer à l'ouverture, c'est une joueuse du Stade Toulousain, plus d'une 50aine de sélections. Elle a une connaissance, une expérience de l'équipe de France qui lui confère ce statut de cadre. Elle a connu plein d'épisodes différents au sein de cette équipe. Donc ouais, derrière, pour les 3 quarts, c'est une référence réellement. Elle marque beaucoup d'essais. Elle a un jeu très instinctif. Elle est très vive. C'est un peu un faux follet, Pauline. Moi, je dirais Baptiste Serin. Je sais pas si t'es un peu d'accord avec ça. Ouais, je suis assez d'accord. Pour le coup, ouais,
Parce elle que va, on elle fait, va on être fait un un peu peu le dans ce parallèle registre-là. pour avoir un peu des idées pour ceux qui suivent le rugby d'un peu plus loin, quoi. Ouais, vraiment, pour le coup, elle a une vision du jeu qui, des fois, lui fait prendre des décisions peut-être un peu contre l'avis général, et souvent ça paye réellement. Donc, elle a un caractère qui lui permet d'avancer aussi Caractère de numéro beaucoup et 9, d'être on va entendue dire. sur le terrain. Caractère de numéro 9. Ouais, elle est entièrement dans la fiche de poste du numéro On 9. est Donc ouais, d'accord. Pauline Bourdon-Sansus, c'est une des joueuses cadres et sur lequel l'équipe de France peut également compter. Et dans les lignes arrières, on peut compter aussi Gabrielle Vernier, qui est une Attends. des centres de On l'équipe peut de France. compter. Et qui... Tu parles juste de la meilleure joueuse française de toutes les dernières compétitions de l'équipe de France. Quand tu dis Gabi Vernier, pour ceux qui ne savent vraiment, Ouais. vraiment, regardez le numéro 12. Enfin, la numéro 12, pardon. Regardez la numéro 12 française. Si vous aimez les gros plaquages et les timbres, elle aime le chocolat à un niveau, elle nous régale. Pardon, j'interviens un peu, mais là, Gabi, tu vois, t'as touché mon cœur. Gabrielle Vernier, elle est exceptionnelle. Moi, si j'avais une joueuse de la ligne de 3/4 à citer, c'est clairement elle. Elle est impressionnante parce qu'elle est... je sais pas, elle fait 1 mètre combien? Elle est pas grande, hein. 1,64, Ouais, 1,65. Elle est impressionnante, c'est sûr que c'est pour le gabarit qu'elle a, parce que c'est pareil, c'est pas non plus une joueuse très massive, mais franchement, elle met des timbres qui sont incroyables. Parfois, t'as un peu les pétoches aussi quand tu la vois, parce qu'elle a déjà fait plusieurs protocoles commotion, et quand on voit l'impact qu'elle met, on comprend pourquoi. Mais oui, très clairement, c'est une des meilleures joueuses de l'équipe de France à l'heure actuelle. Au poste de centre, elle est vraiment impressionnante. L'année dernière, elle était également vice-capitaine. Enfin, elle a vraiment quelque chose. Et l'année dernière, on discutait avec elle aussi. Maintenant, elle sait qu'elle doit devenir, en effet, elle fait partie de ces joueuses cadres. Elle est jeune, Gabrielle, elle a 26-27 ans. Et pour elle, c'est vrai que l'année dernière, quand elle est nommée vice-capitaine, elle comprend pas forcément, parce qu'elle se dit qu'elle pensait toujours être un peu la petite jeune, la nouvelle. Donc maintenant, elle a aussi ce rôle-là à prendre dans le groupe, pas que sur le terrain, comme tu dis Et t'en si bien. as parlé avec elle de ça? Ouais, parce que l'année dernière, justement, en fait, au milieu du tournoi, on fait un sujet sur elle, parce que en fait, elle excelle. Elle est au centre, enfin, elle est incroyable. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'équivalent dans son jeu, dans son profil chez les féminines. Donc elle est vraiment incroyable. Elle sauve plein d'actions, on va dire défensives du côté français. Elle a un punch qui est incroyable aussi. Donc en attaque, elle a vraiment une importance. Et donc, justement, on fait un sujet sur elle parce que ses performances sont dingues. On a un peu envie de savoir qui elle est. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que Gabrielle est ingénieure, a fait des études en tant qu'ingénieure. Elle travaille encore. À Blagnac, c'est pareil. Elle est une figure de proue de son club. Et justement, on lui pose cette question-là. Quelle est sa place, en gros, dans le collectif? Et c'est à ce moment-là où elle se rend compte qu'elle fait plus partie des petites jeunes, en fait. Donc, elle est plus juste là en mode elle joue, et puis elle reste un peu hors du groupe et elle parle pas trop. Et maintenant, elle prend de plus en plus de place et ça se sent. Et elle a la confiance du staff parce qu'elle est quasiment tout le temps renouvelée. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est une de celles. J'espère beaucoup ne pas dire de bêtises. Mais une des plus effet, sélectionnées. Elle fait partie de ces joueuses qui sont tout le temps sélectionnées, pour lesquelles on a très peu de doutes sur la sélection sur un match. Et écoute, donc, maintenant, tu sens qu'elle. Depuis 2017, c'est 41 sélections. Voilà. Donc elle a pas dû manquer beaucoup de matchs, en effet, parce qu'il y a eu le Covid et tout qui a arrêté une année. Donc elle a pas dû rater beaucoup de matchs. Et c'est vrai qu'au poste... Ouais, et au poste de centre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Souvent, les filles jouent 80 minutes. Il n'y a pas beaucoup de remplaçantes non plus à ce poste-là. Et ouais, puis elle est assez incroyable. C'est un petit bout de femme qui n'arrête pas de raconter des bêtises, qui est vraiment joviale. Dans un groupe, elle fait aussi du bien pour ça, quoi. Voilà, c'est aussi ce que j'ai compris. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Emeline Gros. Je me rappelle, j'avais eu Boulard, j'ai eu Vernier, j'ai eu Drouin. Et tu sens que Vernier... Bon, quand tu mets une caméra, elle sait se tenir, mais c'est pas la dernière. Ah non, pas du tout. Non, en effet. Alors bon, on a appris que Caroline Drouin, malheureusement, était blessée. Caroline Drouin, qu'enchaînait, qui faisait partie de France 7 et qui, du coup, a été appelée
pour faire le tournoi. Malheureusement, elle est blessée et j'étais surpris de ne pas voir Carla Arbez, moi, la joueuse bordelaise. Est-ce que tu as des raisons de pourquoi elle est blessée peut-être ? Carla, on l'a découverte l'année dernière au tournoi. Ah ouais. Elle fait tout le tournoi quasiment en titulaire à l'ouverture. Elle démarre d'ailleurs en Italie. Pour son premier match, elle marque un essai. Derrière, elle est appelée aussi pour le Women 15. Donc on pensait que très naturellement, entre guillemets, elle faisait partie de la liste des numéros 10 avec Caroline Drouin, Lina Queiroy et Carla Arbez. Et cette fois-ci, non, Carla n'est pas appelée. Carla fait partie de la liste de ces quelques joueuses qui n'ont plus de contrats fédéraux avec la FFR. Une raison proprement et avoir une raison à te donner, non, il n'y en a pas. J'imagine que c'est peut-être sportif, mais en tout cas, la Fédé n'a pas communiqué sur sa non-sélection et pourquoi il n'y a pas eu de renouvellement de contrat. Ok. Est-ce que sur ce groupe, tu as une ou deux filles, tu peux nous dire, bon, elles débarquent, mais elles peuvent tout casser? Ouais, carrément. Je me suis même marqué ça, tu vois, j'ai ma petite liste des joueuses à suivre que tu m'as demandé. Pareil, j'en ai pris 3. La première, c'est Léa Champon, qui joue 3e ligne, qui est à Grenoble. Léa qui a 3 sélections, c'est-à-dire qu'elle a fait les 3 rencontres du Women 15. Elle est très intéressante, Léa, elle joue à Grenoble. C'est une très jeune joueuse qui était là l'année dernière pendant le tournoi, qui n'a pas matché, qui connaît un petit peu quand même cette équipe de France et qui a un poste donc plus de 3e ligne qui est assez intéressant pour le coup, un peu plus massive qu'une Gaëlle Hermé, donc avec un impact peut-être un peu plus puissant, même si avec tout ce qu'on a dit sur Gaëlle, elle sait quand même faire. Mais ouais, je trouve que Léa, elle a vraiment quelque chose, un ADN vraiment particulier en 3e ligne, donc à suivre. Une deuxième grenobloise qui est Ambre Mayembe, qui elle est pilier. Qui a débuté l'année dernière dans le tournoi. Elle rentre notamment contre les Anglaises à Twickenham. Et moi, j'ai été impressionnée par ce petit bout de femme. L'année dernière, à cette époque, elle a 19 ans. T'as 19 ans, Twickenham. 19 ans, Twickenham, quelle dinguerie. On rappelle 58 000 personnes. Oh là là. Enfin, c'est dingo. Moi, elle m'a impressionnée. Alors, sur le terrain, elle m'a impressionnée parce que réellement, elle avait sa place et elle n'a pas démérité, elle n'a pas dénoté non plus. Mais juste, elle m'a impressionnée parce que t'as l'impression qu'elle est sereine, que mentalement, ça va, elle est en place, elle sait ce qu'elle fait. Tu la sens très à l'écoute aussi des filles qu'il y a autour. Mais ouais, moi, je l'ai trouvée tellement impassible. J'ai trouvé ça assez grandiose pour son âge. Et pareil, je crois que c'est une bonne vivante dans le groupe. Ok, bien. Donc, c'est assez chouette aussi de la voir. Donc, à surveiller. Et ensuite, la dernière, c'est Lina Thuy, qui joue à Romagna. Donc c'est Clermont-Romagna, pour ceux qui suivent pas trop. Et tout le monde nous dit que... tout le monde nous dit que c'est un peu la future pépite pour le coup à l'ouverture. Donc je pense qu'il va falloir faire très attention à elle. J'ai un petit kiff sur Souliana Sivi que j'avais suivi chez les moins de 18, que je trouvais qui était vraiment très rapide, poste de l'aile. Ouais. En off, moi je l'avais convié pour justement participer à cette vidéo. Elle m'a dit t'es sûr, parce que moi je risque pas d'être prise, ça doit pas être très intéressant. Allez, boum, elle est dans le groupe et du coup elle est pas dispo. Et écoute, moi j'espère qu'elle fera ses premiers matchs de 6 nations, parce qu'elle faisait partie aussi du groupe qui a voyagé en Nouvelle-Zélande pour le Women 15. Moi je dis Women 15, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est ça. Donc ouais, non, Souliana Sivi, vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner vraiment au plus haut niveau, quoi. Joueuse de Rennes, si je dis pas de bêtises. T'as parlé des contrats fédéraux, tu peux rappeler un peu comment ça se passe, l'élite 1, donc qui est le championnat, qui est l'équivalent du top 14 pour les filles, parce que tout le monde ne le sait pas, et je le sais pas très bien, donc je suis très heureux de t'avoir pour avoir 2-3 infos sur comment ça se passe, les contrats pro, pas pro, très peu pro, pas du tout pro. Alors, je vais essayer de faire ça le plus simple possible, parce qu'en effet, c'est un peu un casse-tête. Globalement, en élite 1, donc qui est le meilleur niveau du championnat féminin en France, qui est l'équivalent du top 14, élite 1 en vaut le top 14, les joueuses ne sont pas professionnelles, sauf à Villeneuve-d'Ascq, où là, 8 joueuses ont eu des contrats avec leur club depuis cette saison. Donc, elles
sont 8 joueuses, 4 arrière, 4 avant. Elles ont des contrats, c'est pas des contrats à 100%, elles ont un revenu un peu plus supérieur à 500 €. Ah oui, Bref, on pourrait se dire c'est ridicule, c'est rien, c'est peanuts, sauf qu'en fait ça avance malgré tout, donc c'est les premiers contrats. Il y a au moins 8 joueuses qui ont cette possibilité-là d'avoir une sécurité. En fait, elles se blessent comme n'importe quelle autre personne dans son métier, on peut avoir des arrêts maladie, elles ont des congés payés, enfin voilà, c'est une petite proportion. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un début. C'est un début, ouais, comme tu dis. Ouais. Villeneuve d'Ascq est donc le premier club, si tu veux, à proposer des contrats à ces joueuses qui les reconnaît en tant que sportives. Non, mais c'est marrant que ça vienne pas d'un club comme le Stade Toulousain ou même le Stade Bordelais, tu vois. En fait, ce qui est compliqué, c'est que sur l'élite 1, les joueuses qui sont à ce niveau-là sont reconnues comme amatrices. Donc, il faut partir d'une page blanche. Ça veut dire engager des frais de juriste pour créer vraiment un contrat qui va et qui est uniquement pour ces joueuses. Ça engendre beaucoup de frais financiers, du temps, et c'est compliqué. Enfin, on sait et t'as pas de rentabilité pour le moment. T'as pas de rentabilité. C'est diffusé quasiment nulle part, j'ai envie de dire, l'élite 1. Il n'y a pas de médias à proprement parler. Nous, à France Télévisions, on diffuse, mais la finale de cette compétition. Donc, c'est bien, mais c'est pas assez, parce que ça serait cool d'avoir aussi un suivi tout au long de la saison. C'est pour générer une économie, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et après, ça reste du business aussi. Donc, voilà, c'est des questions auxquelles moi j'ai pas du tout les réponses, on va dire. Mais pour ce qui est des contrats, c'est ça. Donc il y a 8 joueuses réellement qui ont un contrat comme on l'entend vraiment en tant que sportive, donc de haut niveau avec leur club. Après, pour ce qui est des autres clubs, ça n'empêche pas les joueuses d'être rétribuées, d'avoir une rémunération. Et après, les seules joueuses qui ont des contrats, ce sont les joueuses qui sont en équipe de France, et donc là on parle de contrats fédéraux. Il y a une liste d'une trentaine de joueuses qui ont ces contrats-là et qui leur permet, alors pas de vivre non plus, on n'est pas sur des montants astronomiques, des contrats dont la rémunération est fixée en fonction de l'ancienneté dans l'équipe de France. Donc plus on a d'ancienneté, plus on touche d'argent. On vient d'arriver, on touche moins d'argent. Est-ce que tu as et par exemple, un ordre d'idée pour les gens? Financièrement ? Ouais, ou pas du tout. Sinon, alors, il me semblait que les plus anciennes, elles touchaient dans les 3 000 €. Ok. Donc voilà. Et là, c'est vraiment les anciennes et les anciennes et les anciennes, quoi. Ouais, et je te parle de ça, peut-être que ça a changé entre-temps, mais c'était le tarif qu'on m'avait donné lors de la Coupe du Monde de rugby 2022. Donc peut-être que ça a évolué un petit peu. Donc voilà, et après, c'est des contrats pendant la Coupe du Monde où les filles étaient en contrat à 100%, donc vraiment à temps plein, parce qu'avant la période de la Coupe du Monde, elles étaient à 70%. Ok. Donc voilà. Et après, certaines choisissent avec leur contrat, par exemple fédéraux, certaines jeunes peuvent choisir, elles ne font que ça, elles se consacrent au rugby. Il y en a d'autres qui décident de travailler malgré tout à côté. Donc voilà à peu près, on va dire, le phénomène un peu contrat dans le rugby féminin. Ok, c'est intéressant parce que tu vois, c'est un truc que nous, commun des mortels, on n'a pas du tout, on n'a pas comme info. C'est cool d'avoir tout ça. Et maintenant, on va parler des adversaires de l'équipe de France. On doit avoir peur de qui? Donc, on a compris, des Anglaises. Les Italiennes étaient pas mal, mais elles sont passées un peu à côté de leur destination l'année dernière. Les Galloises ont surpris leur monde. Et Irlande et Écosse, c'est un peu plus faiblard. Est-ce que tu as des joueuses à nous donner où on se dit, ok, on va regarder, là, tu vois... on va voir le Pays de Galles, on va voir l'Italie. Est-ce que tu as des joueuses, ou même bien évidemment en Angleterre, même si j'ai 2-3 noms, à mon avis, que tu vas me souffler. Mais Moi, quand tu m'as posé cette question-là, j'ai de suite pensé au Pays de Galles, parce qu'en effet, l'année dernière, les Galloises nous ont assez étonnés. Elles ont terminé 3e, on les attendait pas du tout à ce niveau-là. Elles ont proposé de vraies confrontations, et pour le coup, c'était un peu avec elles que j'avais envie de commencer sur ces équipes et ces joueuses auxquelles il faut faire attention. Et il y a un nom qui de suite moi au Pays de Galles m'a parlé, c'est cette pilier Cecilia Tuipulotu. Ah oui, mais oui, pilier 8, on sait pas trop.
Mais non, mais Donc, ils l'ont mis à plusieurs postes pendant tout le tournoi, si je me rappelle bien. ouais, c'est ça, et elle est juste impressionnante. Donc son papa était international des Tonga. On se doute que Tuipulotu, c'est pas Jones tout de suite. Ouais, et vraiment, elle est incroyable. L'année dernière, elle a à peine 20 ans, ou peut-être même pas du tout. Elle est remplaçante, nous, le match contre la France à Grenoble. Mais avant de jouer la France, c'est tout simplement la Galloise qui a marqué le plus d'essais dans le tournoi 2023. Elle est donc pilier droit. Et elle est juste incroyable. Enfin, vraiment, elle a un gabarit hors norme, mais elle a une manière de jouer, une habilité sur le terrain, une agilité qui est assez déconcertante. Puis elle est jeune, quoi. Donc ça veut dire que si elle est à ce niveau-là maintenant, j'espère pour elle vraiment et pour la sélection galloise qui maintenant a aussi des contrats pour les filles qui jouent dans cette équipe, que ça aille vraiment loin, quoi. Donc hâte de la voir l'année prochaine en Coupe du Monde après 2 ans pleins, tu vois, à matcher au niveau international, quoi. Ouais, pour les Galloises, voilà, pour le coup, parce qu'elles ont perdu ne sont pas sélectionnées 2 anciennes joueuses qui étaient parmi les cadors, qui avaient plus de 70 sélections, donc bon, pas trop l'occasion d'en parler. Un petit mot juste sur Anna Jones, qui est la capitaine, 26 ans. Elle a un profil d'ancienne joueuse de 7, okay. Pas inintéressante non plus. Elle joue quel poste? Pour le coup, elle joue au centre. Okay. Et ouais, plutôt intéressante aussi, notamment par son passif à 7. Donc voilà, puis c'est bien aussi de nommer les capitaines des autres équipes. Ouais, c'est bien. Tu veux qu'on parte sur quelle équipe? Moi je pense qu'on va... L'Irlande, il n'y a pas grand chose à dire, je pense, si on est tout à fait honnête. Non, ouais, c'est un peu le petit souci. La seule chose qu'on peut dire quand même sur l'Irlande, c'est que c'est l'équipe qui a fait le choix d'avoir des co-capitaines cette année. Okay. Donc vraiment, le sélectionneur nous l'a dit pareil la semaine dernière, c'est un vrai choix. Donc ça sera Edel McMahon qui elle est en 3e ligne, 29 ans, et Sam Monaghan, 2e ligne, 30 ans. Donc des joueuses avec de l'expérience malgré tout et matures. C'est une équipe qui est assez jeune aussi, donc peut-être qu'elles resteront sur de la fin de tableau, mais malgré tout, voilà, il y a cette envie d'essayer de construire petit à petit, parce qu'on rappelle, en fait, à part la France et l'Angleterre, aucune autre nation européenne n'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc ce tournoi-là, il va servir aussi à toutes les autres nations européennes, justement, de se jauger, de se roder pour le prochain épisode mondial, quoi. Ok, bah c'est l'Irlande qu'on rencontrera à 15h15 demain, samedi. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Peut-être qu'on a déjà gagné, ou peut-être qu'on a une énorme désillusion. Alors, auquel cas, on a vraiment porté la guigne. L'Écosse, est-ce que l'Écosse, t'as des joueuses à me donner? Bah, pareil, là on se retrouve sur un profil d'équipe assez jeune, inexpérimenté, qui a un objectif, c'est de terminer derrière l'Angleterre et la France pour se qualifier en Coupe du Monde. Et il y a une joueuse, moi, que j'aime beaucoup, c'est Rachel Malcolm. En fait, c'est la capitaine. Elle a 32 ans, 35 sélections. Elle est capitaine depuis 2018. C'est un peu le fil conducteur de cette équipe, en fait. Dans toute cette jeunesse qui arrive, cette inexpérience, elle est un petit peu la boussole. On l'appellera donc la boussole. On l'appellera la boussole. Donc on fera attention à Rachel Malcolm en 2e journée. Ça marche. Parle-nous maintenant des Italiennes. Je pense que l'Italie, c'est quand même... on les a pas mal raillées il y a un petit moment, mais là, U20 masculin, équipe nationale masculine et même féminine depuis un petit moment... le rugby en Italie, ça devient sérieux. On va arrêter de les prendre de haut. Ouais, et surtout dans le tournoi Destination féminin, parce que c'est une des équipes vraiment qui nous pose problème, qui nous embête, qui nous agace. On est un peu... Alors oui, c'est ce qu'on entend toujours quand on parle du tournoi Destination masculin, mais c'est vrai aussi chez les filles. Il y a cet ADN latin qui est quand même identique au nôtre. Il y a cette volonté de jouer,
blessée beaucoup. Donc ouais, il faut vraiment faire attention à elle. On a quand même perdu plusieurs fois chez elle. Donc faut faire attention. Elles ont qu'une envie à chaque fois également, c'est de nous battre. Et il faut aussi savoir que l'une des spécificités de cette équipe d'Italie, c'est qu'il y a pas mal de joueuses qui jouent en France, au Stade Toulousain, au Stade Rennais, à Grenoble, à Romagna. Donc il y a aussi des joueuses qui connaissent les internationales, qui savent comment elles jouent. Donc il y a exactement cette même animosité entre guillemets entre ces joueuses, parce que du coup elles se connaissent très très bien. Ouais, c'est intéressant. Moi, c'est une donnée que j'avais pas, ça, qu'il y avait beaucoup d'Italiennes dans le championnat de France en Élite 1. Ouais, c'est ça. Bah là, tu vois, c'est ce que je regardais sur le groupe qui est sorti de l'Italie pour préparer ce tournoi. Elles sont 1, 2, 3, 4, 5... Je crois, elles sont 5. Enfin, tu vois, au moins, tu as 4 clubs français qui a des internationales italiennes qui vont préparer ce tournoi. Donc, c'est assez intéressant. Bien. Des joueuses aussi qui sont, tu vois, à une quarantaine de sélections. Donc, c'est pas des jeunettes non plus. C'est des joueuses qui ont beaucoup d'expérience. Moi, il y en a une à chaque fois que je trouve vraiment très solide et assez impressionnante. C'est, attention, mon italien LV3 va ressortir. C'est Beatrice Rigoni qui est donc centre. Béatrice Rigoni, qui oui. peut jouer à l'ouverture. Franchement, elle est assez incroyable comme joueuse. Donc elle joue centre, elle peut jouer à l'ouverture. Elle est très reconnaissable avec son casque. Et en général, tu la reconnais très très vite parce qu'elle a juste un pied de malade et un jeu au pied de dingue. Face aux perches, elle est assez élevée dans le pourcentage de réussite. Et elle a aussi une vision du jeu qui lui permet d'ouvrir des portes, d'ouvrir des brèches pour son équipe. Et justement, par le jeu au pied qui est pas aussi répandu dans les équipes féminines que les équipes masculines, de pouvoir créer vraiment un peu l'incertitude pour l'équipe adverse et de faire monter son équipe à elle. Donc elle est vraiment dangereuse, moi je trouve, comme joueuse. Mais c'est justement, alors on ouvre un autre tiroir, mais c'est justement un peu la question que je me posais au rugby féminin. L'occupation et la longueur du jeu au pied est forcément moindre, et donc du coup avoir une Jessie Trémoulière qui avait un coup de chausson de mammouth, et ça nous faisait beaucoup de bien. Et du coup aujourd'hui, Caroline Drouin, elle a un bon jeu au pied, mais elle a pas un coup de chausson monstrueux. Carla Arbez avait un bon coup de chausson. Je me demande, nous on est plutôt des porteuses de balles, on remonte plutôt les ballons à la main plus que au pied, et c'est sûr que les Anglaises, elles ont la puissance et le jeu au pied. C'est ça qui est un peu emmerdant avec elles. Je pense que sur le jeu au pied et le jeu d'occupation, il va falloir faire attention à Lina Queiroy, qu'on n'a pas vu l'année dernière non plus pendant le tournoi Destination parce qu'elle était blessée, mais qui était arrivée donc juste avant la Coupe du Monde, sur les 2 matchs tests, la Coupe du Monde plus la Coupe du Monde, et qui, elle, peut avoir un jeu au pied assez intéressant. Donc ça, c'est un peu affaire à suivre. Et, donc, au niveau du jeu au pied, malheureusement, la nation qui excelle, on va parler de l'Angleterre. C'est l'Angleterre. Ouais, c'est l'Angleterre, et c'est surtout Emily Scarratt, qui est juste incroyable. Qui est une icône du rugby féminin global, on peut le dire. Ouais, mais en fait, tu vois, tout à l'heure, c'est ce que je me disais en essayant de penser à ces joueuses un peu icônes, mais en Angleterre, elles en ont quand même beaucoup. Elles ont eu Sarah Hunter, donc qui a pris sa retraite l'année dernière. Sarah Hunter, qui faisait partie des avants, à qui on a offert, entre guillemets, une dernière danse lors du premier match du tournoi l'année dernière, pour qu'elle prenne vraiment sa retraite en étant chez elle en Angleterre, qui était une grande dame, à la manière de Jessie Trémoulière, qui a vraiment illuminé le rugby féminin, la pratique féminine en France. Sarah Hunter, elle a été à ce niveau-là aussi. Elle a permis pas mal d'avancer sur cette pratique féminine. Emily Scarratt, c'est exactement la même chose. Elle est juste... je pense que les spectateurs français... et j'espère qu'ils se rendent compte de la beauté de cette joueuse sur un terrain. Quand je parle de beauté, c'est doucement quand même. Elle a un maillot blanc floqué d'une rose. Bien sûr, mais il faut quand même le dire. Non, faut reconnaître quand on a une bonne joueuse en face de nous. Beauté, c'est ça. Ouais. Et quand je parle de beauté, vraiment, c'est dans son jeu. Tu vois, elle est impressionnante parce que donc elle joue centre. Elle a joué à l'arrière aussi, hein, mais.
Pardon? Elle a joué aussi à l'arrière au début, hein. Mais c'est vrai que Ouais. Et le là, fait, sur... le fait d'être centre, pardon, je te coupe un peu, mais en fait, Non, t'as raison. le fait d'être centre, c'est encore plus embêtant avec son coup de chausson. Parce que du coup, ça offre une énorme variété dans le jeu anglais, et ça fait partie son super pouvoir à elle, et bah, à mon avis, implique les résultats des Anglaises, quoi. Et une des conséquences des résultats des Anglaises, quoi. Ouais, clairement. Et pour le coup, tu vois, on parle vraiment de métronome quand on évoque Émilie Scarrat, parce que c'est exactement ça. Tu le disais, son poste de centre aussi lui permet d'analyser, d'avoir un temps en plus pour analyser ses coups de pied. Est-ce qu'elle les fait, est-ce qu'elle les fait pas et c'est juste injouable. Enfin, vraiment, les équipes d'en face, C'est très dur. souvent, c'est assez... Ouais, c'est assez compliqué, mais bon, malgré tout, l'année dernière, elle n'était pas là. Elles ont quand même gagné. C'est ce qui aussi explique qu'il y a une énorme domination parce que ce sont des joueuses d'expérience. Là, Émilie Scarrat, tu vois, elle a 108 sélections. La capitaine, elle en a 99. Marley Packer, et Marley Packer qui est... Alors, Phénomène aussi. c'est un tout autre profil. Oui. Elle est troisième ligne. On lui demande moins de jouer au est... pied à Packer, hein. Ah, clairement, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle pourrait, elle en serait Ouais, capable. c'est vrai. Tu vois, elle est assez incroyable. Et en fait, elles ont des joueuses, mais partout. Abido, qui est capable de jouer à l'aile, qui est capable de jouer à l'arrière, qui est dingue. Enfin, à tous les postes, vraiment, à tous les postes, les Anglaises ont vraiment des joueuses assez exceptionnelles, qui sont impressionnantes, qui sont très techniques. Vraiment, et qui expliquent pourquoi aussi elles dominent en fait. Donc, alors, même si bon. elles sont quand même très techniques, elles récitent quand même depuis quelques années, et tant que ça marche, elles ont raison. Oui. Le principe de occupation, on récupère une faute, on va en touche, groupé pénétrant, et comme on est plus puissante que les autres, on marque. C'est quand même, moi, bon, je suis un peu chauvin, c'est pas les essais que l'équipe de France met, tu vois. On n'est pas sur un French flair, on est vraiment sur un pragmatisme de le rugby, c'est de la puissance et l'occupation du terrain, mais là-dessus, pour le moment, on n'arrive pas à les contrer, quoi. Ouais, non, ça c'est. Et t'as raison de le dire parce que c'est vrai que les envolées qu'on peut voir des Françaises, c'est pas l'apanage des Anglaises, et très souvent elles cherchent la faute, ça part en touche, et en effet sur un ballon porté, après elles vont marquer. On va dire que la majorité de leurs essais est inscrite de cette manière-là. Et d'ailleurs, moi, c'est aussi pour ça que, tu vois, la semaine dernière, durant la journée de lancement de ce tournoi Destination Féminin, j'ai parlé avec le coach anglais, John Mitchell, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'on apprend encore dans un tournoi où, entre guillemets, on gagne tout le temps et on gagne tous les matchs. Intéressant. Et lui, c'est un peu ce qu'il expliquait aussi, c'est que oui, tous les matchs sont gagnés, mais maintenant, il aimerait aussi faire évoluer le plan de jeu des Anglaises. Il sait que devant ça marche très bien, tu le disais, la manière d'inscrire des essais sur des ballons portés, ça fonctionne quasiment tout le temps. Maintenant il aimerait elles vont se faire des passes de jeu. Il aimerait avoir, du moins il a parlé d'avoir un peu plus d'efficacité sur les trois quarts, un peu plus de vitesse, donc c'est vrai que ça serait assez intéressant de les voir aussi dans cet autre registre, parce qu'il y a un côté un peu déroutant en effet quand des fois on voit le jeu des Anglaises, c'est que c'est ultra pragmatique. En effet, tu le dis, dès qu'elles sentent qu'il y a une fissure, il y a une petite fêlure, et qu'elles vont pouvoir chercher une faute, elles savent que Émilie Scarrat derrière va trouver des touches qui sont globalement dans les 5 mètres. Donc en général, c'est ce qu'elles font, et ça gagne, quoi. Donc ouais, ça serait cool aussi de voir un petit peu la manière de jouer des Anglaises un petit peu évoluer. Mais après, à côté de ça, t'as envie de te dire aussi pourquoi elles changeraient, alors que pour l'instant, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, quoi. Ah, c'est ça. Bon bah voilà, en tout cas pour le tournoi Destination féminin, voilà, qui démarre donc ce samedi avec le France-Irlande à 15h15. On souhaite à notre équipe de France de trouver des solutions contre cette équipe anglaise et puis de les embêter pour un magnifique final à Bordeaux. Mais avant le magnifique final, il y a 4 matchs et il faut pas les prendre par-dessus la jambe. Merci énormément Inès, franchement, d'être venue. Nous, on s'était rencontrés pour animer les émissions sur la chaîne Twitch de France Rugby. Et je suis très heureux de t'accueillir ici, un peu chez moi. Et qu'on continue d'être en contact avec l'une des journalistes qui suit le plus le rugby en France. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir toutes ces informations-là. Merci infiniment. Dans les commentaires, je t'inviterai à voir la vidéo. Je pense que les gens seront gentils avec toi en diront merci Inès. Voilà, n'hésitez pas à dire merci Inès dans les commentaires. Et puis à très vite les copains pour plus de vidéos. Ciao.